Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Alors aujourd'hui, dans notre émission, dans votre émission, j'ai le plaisir de recevoir l'une des plus jolies voix de la chanson française, une artiste qui depuis quelques 30 ans et une pléiade de tubes a donné et donne toute sa noblesse à la notion de chanteuse populaire. C'est Hélène Ségara que nous avons le bonheur de recevoir au micro des chansons de ma vie sur Radio J. Bonjour Hélène, comment ça va ? Bonjour, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, j'ai été maladroite avec le micro, je recommence. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, c'est gentil tout ça. Non, c'est pas gentil. On n'a rien dit que de très vrai en fait. Écoute, je vais revenir. Hein. Vous êtes chez vous. Hélène, on sent comment à la veille de la sortie d'un nouvel album, cet album Karma ? Écoute, c'est drôle parce que il a plus de 2 ans maintenant. J'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans et maintenant j'ai envie qu'il appartienne aux autres, plus à moi. Alors, il y a un premier extrait. Cet album sort dans quelques semaines. Oui. Il y a un premier extrait, Plus jamais, que l'on entend déjà sur Radio J. D'ailleurs, nous allons l'entendre là. C'est vrai ? Radio J le passe. Oui. Et si Radio J le passe, c'est gagné. Hélène. Hélène, je crois que c'est la première fois que vous écrivez tous les textes d'un album. La première fois, oui. Pour celui-ci, oui. J'avais jamais tout fait en intégralité. C'était quoi ? C'était un besoin de dire des choses qui vous tenaient à cœur ? Ce sont des événements de la vie qui vous ont amené à prendre la plume ? Sûrement, et puis la façon dont je me suis retirée pour l'écrire, et puis il y avait eu pas mal d'albums de reprises. J'ai été sur l'écriture d'un bouquin sur la force du mental, et puis j'ai interrompu cette écriture parce que mon papa n'allait pas bien. Oui. Et je me suis dit, je finirai le livre plus tard, et pour l'instant, je vais avancer sur la musique, parce que pour moi, la musique, c'est thérapeutique. L'écriture aussi, évidemment, puisque en se délestant, on s'allège, mais je dois dire que l'avoir mis en musique, avoir exprimé tout ça en musique, c'était important aussi. Ça rendait peut-être la chose plus accessible d'une autre manière. Quand vous dites que la musique est thérapeutique, est-ce qu'on peut dire que la musique vous a sauvé la vie ? C'est un trop grand mot ? C'est un grand mot, parce que je pense que c'est l'amour qui nous sauve la vie avant tout, mais par la musique, on reçoit beaucoup d'amour et on donne beaucoup d'amour. Donc oui, je pense que la musique contribue à faire à ma solidité, à mon équilibre, ça c'est sûr. Et je dis d'ailleurs souvent aux gens qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que je chante mal ?» Je leur dis « Ok, mais c'est pas grave, s'il n'y a pas de témoin, chantez quand même, parce que c'est vraiment une source d'équilibre et de bonheur. Déjà, quand on chante, on régule son souffle, donc c'est un premier pas vers l'harmonie, quoi. » Hélène, vous avez écrit tous les textes de ces chansons, c'est votre mari, Mathieu, qui en a composé et toutes les musiques. C'est facile de travailler avec l'homme que l'on aime ? Oui, quand même. Oui, ça vous arrivez à faire la part des choses entre le couple et le travail ? On essaye. C'est pas toujours facile, mais on est assez d'accord quand même. Et puis, en fait, la seule difficulté, c'est de pas vouloir se positionner en patronne, même si c'est mon projet, même si c'est moi qui vais le porter toute ma vie, même si c'est moi qui vais chanter ces chansons. Il faut toujours que j'arrive à me faire entendre en disant ça va me plaire de le traîner jusqu'à la fin de ma vie, mais ça, non. Et il le prend comment lorsque vous lui dites non, retourne à tes chères études et retourne au clavier ? Il sait que je suis hyper honnête, et en fait, ce qui le console, c'est que quand je suis enthousiaste, je le suis vraiment beaucoup, et que c'est pas fake, quoi. Je pense que dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, disent « Oh là là, c'est magnifique » et tout, puis il y a rien derrière, c'est pas forcément sincère. Alors que moi, quand vraiment je m'émerveille pour de vrai. Pour de bon. Alors Hélène, je vous rappelle le principe de cette émission, c'est vous qui choisissez le programme. Vous nous avez gentiment envoyé 5 chansons, les chansons de votre vie. La première, Papa Can You Hear Me ? Papa Can You Hear Me ? Votre premier choix, donc une chanson composée par Michel Legrand pour le film Yentl qui était l'adaptation du livre d'Isaac Bashevis Singer. Un film produit et interprété, mais produit aussi par Barbara Streisand. Qu'est-ce qui vous relie à cette chanson ? Plein de choses. D'abord, elle a été la première chanteuse dont la voix m'a touchée. Je pense que si j'ai eu envie de chanter, c'est en partie grâce à elle. Même si j'ai adoré les années 80, la funk qui ont nourri mon adolescence. Mais quand elle chantait, il y avait quelque chose qui se passait où vraiment cette voix était céleste. Et quand Yentl est sorti, quand j'ai vu ce film, c'est fou parce que quand elle chante cette chanson, Papa can you hear me, Papa can you see me, il y a tellement d'émotions et il y a tellement de
elle a tellement exprimé une émotion très forte. Tu vois, je suis en plein dedans maintenant avec mon papa, mais oui. Mais comment te dire, je pense que elle est assez unique. Et moi, je ne pouvais pas me payer des cours de chant, alors je l'écoutais sans cesse pour pouvoir comprendre phonétiquement comment placer ma voix, etc. Et comment placer mes mots. Elle m'a beaucoup influencée, sûrement, hein, mais... C'était votre professeur ? Ça a été mon professeur virtuel sans le savoir. Je pense que si un jour je la rencontre, je le lui dirai. Après, j'ai rencontré des grands chanteurs et chanteuses comme Céline Dion, comme Bocelli, etc., pour qui j'ai de l'admiration, mais elle est de la génération d'avant. Et même Céline, je crois qu'elle a une grande admiration pour elle. Et puis, tu vois, la vie a voulu que quelques années plus tard, je rencontre Michel Legrand, que je travaille beaucoup avec lui, oui. qui est une vraie admiration. Et Michel adorait quand je chantais ses chansons. Et donc, c'était pour moi comme une boucle qu'on bouclait, quoi. À quel moment vous nous parliez de ces cours virtuels que vous preniez avec elle? À quel moment vous êtes devenue dans votre cœur et dans votre tête Hélène Ségara? À quel moment vous avez su que vous alliez être chanteuse? À quel moment? Est-ce qu'il y a eu un acte? Est-ce qu'il y a eu une rencontre télévisuelle, une chanson à la radio? Quelque chose qui vous a fait dire aujourd'hui, c'est ça que je vais faire? En fait, je crois que dans ma tête, ça a toujours été un rêve. À l'âge de 10-11 ans, il y avait un concours de chant dans la petite ville où j'étais, à Sanary. Et mon grand-père, comme je chantais tout le temps comme un rossignol, il m'a dit « Ah ben, je vais aller t'inscrire là-bas ». Et puis j'avais un trac monstrueux, parce que c'est un peu le grand drame de ma vie, c'est le trac. C'est qu'à chaque fois que j'ai foiré une chanson, c'est parce que j'étais morte de peur. Tu vois, si je suis juste avec toi comme ça, je peux chanter sans problème. Je mettrai pas une fausse note, mais dès que j'ai le souffle qui s'accélère et le cœur qui bat comme ça, c'est terrible pour moi. Donc mon grand-père m'inscrit à ce concours de chant, à Sanary, ça s'appelait le Micro d'Or, et je l'ai gagné. Et en fait, j'avais dit, avant de le faire, j'avais dit à tous mes copains, copines, à l'époque, si je gagne, je vous paierai tous à boire avec l'argent qu'il y aura. Et en fait, j'ai gagné un billet de loterie. Aïe. Et une cigale d'or, d'ailleurs, qu'on m'a volée lors d'un cambriolage, donc j'étais un peu triste parce qu'elle avait une valeur sentimentale. Bien sûr. Mais j'ai gagné un billet de loterie et j'ai gagné 5 francs. Ouais, donc ça n'a pas fait beaucoup de café à l'époque. La tournée n'a pas été... On s'est partagé un café. Et voilà, ça a été un premier pas. Mon grand-père voulait toujours que je chante pour lui. Et puis après, quand je suis arrivée à Paris, je crois que le deuxième pas, ça a été la première chanson que j'ai écrite, justement, puisque c'est moi qui en avais fait le texte, Je vous aime à Dieu. Oui. Et on m'a remis premier vrai succès. Oui, pas le succès radio. Oui, succès radio. Et puis un prix à la SACEM pour l'écriture de cette chanson. Et puis donc évidemment la rencontre avec Orlando qui m'a fait y croire, tout simplement. Alors justement, Papa Kanyuyami, c'est une adresse archi émouvante à un papa. Quelle réaction ont eu vos parents lorsque vous leur avez annoncé que vous alliez quitter votre sud natal pour aller chanter à Paris? Ils vous ont encouragé, ils vous ont laissé faire, ils ont été inquiets? Ouais, je pense que mon père a pas trop réalisé. Mon père, il me faisait énormément confiance, mais il était un peu rêveur aussi. Donc ma mère s'est beaucoup plus inquiétée. C'était une période où j'étais déjà partie et indépendante, hein, mais oui. Mais je crois que ma mère, elle m'avait dit, elle avait conscience que ça serait pas un métier facile, d'autant que je n'y connaissais rien, j'avais rien compris, hein. Moi, je suis arrivée petite provinciale, je pense que je me suis fait avoir beaucoup de temps, mais bon, c'est pas très grave en soi. Non, je pense que bien sûr, il y a tout parent qui a un enfant qui part comme ça et qui veut tenter sa chance, il y a deux options. Il y a soit celui qui le pousse et qui est derrière, et c'est pas forcément positif parfois, parce que je vois des parents sur certains concours qui poussent trop leurs enfants. Je n'aime pas ça. J'en ai vu d'ailleurs sur l'émission Incroyable Talent. Ou bien l'inverse, t'as des parents qui sont un peu perdus, qui ont peur, qui sont un peu... Voilà. Et qui finalement les freinent aussi, quoi. Oui. Et la bonne attitude, c'est quoi? C'est de suivre et de laisser faire et de suivre de loin avec bienveillance. Ouais, c'est d'être là, quoi qu'il arrive, mais bon, c'est pas... Après, il n'y a pas de parents parfaits non plus. Moi, je pense que quand mon fils a commencé la musique, je m'inquiétais aussi, donc c'est normal, Nous allons en parler tout à l'heure et de Raphaël. Barbara Streisand, on en parlait, elle était aussi coproductrice de ces films. Vous avez eu envie parfois de vous investir dans des entreprises artistiques, de produire d'autres artistes?
Ça vous a donné des... Oui, mais je pense que je suis pas assez businesswoman. Là, c'est la première fois que je produis mon propre album et j'ai dû vraiment être conseillée et entourée d'une personne qui est près de moi, là. Mais je pense que j'ai pas l'âme de ça. Moi, j'ai une âme d'artiste et je crois que pour produire quelqu'un ou pour mettre des billes dans une société, ou comme il y a plein d'artistes qui font ça, qui investissent leur argent dans plein de projets et tout, faut avoir cette bosse du commerce, cette bosse du business, et je l'ai pas forcément. Donc je laisse faire un peu la personne qui s'occupe de moi maintenant, mais j'apprends petit à petit, mais je sais pas si c'est vraiment ce qui me guide. En tout cas, ce qui vous guide aujourd'hui, c'est de prendre votre carrière en main de A à Z, en écrivant, en produisant vos albums. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre carrière. Oui, parce que j'ai envie que les choses soient terriblement sincères pour cet album. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on me pose des interdits, qu'on me bride en me disant non, là tu comprends, c'est pas assez commercial, non, là le message que tu dis il est trop spirituel, ou bien... Parce qu'en plus, quand j'ai écrit cette chanson, quand j'ai écrit certaines chansons, il n'y a pas encore eu le Covid, et il y a certaines chansons qui sont clairement prémonitoires. Donc je pense qu'il y a des gens que ça va chatouiller d'entendre certaines choses. Ou Plus jamais. Au moment où j'ai sorti Plus jamais, on a revécu des conflits en Arménie, et j'aurais jamais pensé que plus de 100 ans après le génocide, on repasse par là. Donc oui, une chanson qui m'a beaucoup impressionné au niveau de l'écriture, je peux le dire. C'est pas impressionné, qui m'a vraiment touché, c'est Les Ombres. Ah ben oui, je l'ai écrit quand mon père était mourant, parce qu'en fait justement c'est ce que je t'expliquais au début, c'est que on se connaît depuis de nombreuses années, donc je précise pourquoi je te tutoie. Non mais vous faites comme vous voulez. Donc tu connais la phrase de Mitterrand. Oui, je sais. Et le garde champêtre qui vient le voir le 10 mai au soir, il vient d'être élu. François, ça change rien entre nous. Je continuerai moi à te tutoyer. C'est comme vous voulez. Oui, c'est ça. Donc pour revenir à ce que je t'avais dit au départ de l'émission, c'est que j'intervenais à l'époque dans des conférences sur la pensée positive, sur la force du mental, et j'étais vraiment convaincue qu'on a beaucoup de trésors en nous à découvrir là-dessus. Et j'avais commencé un ouvrage depuis pas mal de temps. Et puis quand mon père était malade comme ça, je me suis dit, bon, finalement, personne n'est infaillible. Il y a toujours un moment où la vie vient te redonner une petite claque, une petite leçon, en te disant que de toute façon, tu ne peux pas tout maîtriser. Et même si, quand je commence cette chanson, c'est... si je me traîne, si soudain je m'enlise, j'ai cru, grosso modo, j'ai cru que j'étais tellement forte, j'ai cru que j'étais tellement lumineuse, mais à ce moment-là, je dis, mais ces ombres qui nous rattrapent parfois. Donc voilà. Et il faut accepter ça, il faut accepter ses faiblesses, il faut accepter le temps du deuil, il faut accepter de tomber et de se relever. C'est pas grave de tomber. C'est juste qu'est-ce qu'on apprend de cette chute et la manière dont on va se relever. Ça, c'est très très important. Et de voir qu'on a eu la force de se relever. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils peuvent la trouver, cette force-là. Accepter de continuer à vivre, en fait. Oui. Différemment, parce que c'est vrai que les êtres chers nous manquent beaucoup. En très peu de temps, ma grand-mère, ma tante, mon oncle et mon père, c'est tous les gens avec qui j'ai grandi dans une maison. Heureusement, il me reste ma maman, que tu connais bien. Mais oui, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ça fait une table très vide. Hélène, je vous propose d'écouter cette chanson, Papa Can You Hear Me? D'accord. Barbara Streisand, le choix d'Hélène Ségara dans Les chansons de ma vie sur Radio J. Une chanson signée pour la musique Michel Legrand. Qui voulait que je la chante dans un spectacle. On devait le faire, puis Michel nous a quittés aussi. Mais c'est vrai qu'à vous entendre la fredonner, on aurait envie d'en entendre plus. Oh, j'espère qu'un jour je ferai un cover, ça c'est sûr, je me ferai plaisir. Donc une chanson de Michel Legrand pour la musique, je le disais, Marilyn et Alan Bergman pour les paroles. Dans Yentl, l'action se situe dans le milieu juif orthodoxe. Hélène, vous avez toujours répondu, vous, on est sur Radio J, une radio cultuelle, vous avez toujours répondu présente aux manifestations de la communauté juive française. Je me rappelle notamment où on s'était croisés sur la scène de la Tzedaka, où vous avez souvent participé. C'est une communauté que vous connaissez bien, la communauté juive? Oui, beaucoup, oui, évidemment, beaucoup de mes amis. Mais j'ai toujours eu
j'ai toujours expliqué que moi, je suis une artiste du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a de grandes similitudes entre les Arméniens et les Juifs. Oui, il y a des grandes passerelles. Oui, il y a vraiment des grandes passerelles. Il y a aussi une diaspora qui est partagée, enfin, entre guillemets, qui est commune, etc. Une reconstruction, mais... moi, je chante en 10 langues et j'ai souvent chanté dans les pays arabes où parfois dans des interviews, on m'a dit quel est votre engagement avec le peuple juif, parce que j'ai eu droit à ces questions-là. Sympathique. Oui, très sympathique, mais je n'ai aucun complexe là-dessus parce que j'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens. Je m'en fous, ce sont des êtres humains, mes amis. Je ne mets pas d'étiquette dessus et je pense qu'il y a des gens très bien partout et des gens très mauvais partout. Et je dis bien partout. Bien donc, sûr. j'ai expliqué un jour en Algérie, je suis allée chanter en Algérie et un journaliste m'a dit qu'est-ce que ça vous fait quand un enfant de chez nous tombe sous les bombes d'Israël. J'ai eu droit à cette question un jour dans une conférence de presse et je lui ai dit la même chose que quand il tombe sous n'importe quelle bombe. J'ai dit écoutez, aucun enfant n'a choisi. Aucun enfant n'a fait le choix, n'a eu le choix. Donc un enfant naît là où il naît, toi tu es né dans cette communauté, tu aurais pu naître dans une autre communauté, tu aurais pu tomber amoureux d'une musulmane. Donc il faut arrêter avec ça parce que tout est prétexte à nous diviser au lieu de nous rapprocher. Et les artistes sont souvent pris en otage en plus oui, sur ce genre de choses. C'est ça qui est détestable. Oui, je suis la seule artiste qui a osé en Algérie faire une introduction d'une chanson que j'avais écrite qui s'appelle « Quel est ton nom ?» qui dit que peu importe le nom qu'on donne à Dieu, l'important c'est de croire. Et cette intro commençait par un chant de rabbin. Donc je peux te dire que ça a grondé très fort dans la salle. Ensuite il y avait des chants catholiques. Ensuite il y avait un home. Et puis j'ai fini par un Allah Walba pour montrer que moi j'étais là pour réunir, pas pour diviser. Et j'ai une standing ovation. Mais je pense que j'avais raconté ça à Florence Belkacem, qui est journaliste, et qui m'avait dit, tu aurais pu te faire flinguer. C'est ça. Je trouve ça, et je vous écoute avec beaucoup d'admiration, il y a beaucoup de courage là-dedans. Non, mais j'ai chanté. C'est pas vrai. En fait, je crois que l'ouverture, vraiment le manque d'ouverture et le fanatisme et la bêtise ne sont, et je l'espère, et ne restera qu'une minorité. C'est-à-dire Souhaitons-la pour l'instant, oui. Elle est quand même extrêmement dramatiquement active. Elle est présente. Elle dramatiquement active. Active, mais regarde, souvent dans une manifestation, c'est pas la majorité qui met le bazar. Tu le sais très bien, c'est une petite minorité qui se glisse au milieu et qui gâche tout le message de la manifestation. Le seul problème, c'est qu'il suffit d'une personne pour tuer. Exactement. Je trouve que ça devient... on peut plus rien dire, on peut plus rien faire et on a peur de tout. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas. Moi, j'ai des amis noirs, blancs, jaunes. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous. On pourra jamais me taxer de quoi que ce soit. J'ai des amis gays, j'ai des amis hétéros, mais chacun a fait son choix ou bien chacun justement ne l'a pas fait, tout simplement. Mais c'est pas le rôle de l'artiste justement que de rassembler Bien sûr, mais la musique c'est ça. La musique c'est encore une des rares choses avec l'amour où il n'y a pas de frontières. Voilà, point. Et je l'ai dit dans plein de conférences de presse, ne venez pas mettre de la politique là où il n'y a pas à en mettre. Ne venez pas politiser l'art, ne venez pas politiser la musique. C'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose de pacifiste et plein d'amour. Enfin, moi, mes chansons, elles sont pleines d'amour. Et c'est vrai que j'ai répondu présente, toujours à la Tzedaka, au Mirpanim, parce que je voyais le travail qui était accompli, parce qu'il me semblait important d'être là, mais j'ai aussi été marraine d'un orphelinat au Maroc, j'ai été aussi marraine néonate au Liban, etc. Donc, j'ai zéro complexe par rapport à ça. Et ceux qui ne le comprennent pas, pour moi, ne valent même pas la peine que j'en discute avec eux. Voilà. Hélène, on va continuer cette promenade dans ces chansons qui ont fait la bande originale de votre vie. Et on va aller tout droit dans les affaires de votre oncle. Oui, exactement, oui, qu'il y avait plein de beaux vinyles. Racontez-nous ça. Donc, un jour, vous tombez dans les affaires de tonton. Il s'appelle comment, tonton ? Alors, mon oncle André, qui nous a quittés, malheureusement, mais le frère de mon père, le jeune frère de mon père. Donc, il faut quand même vous dire qu'à l'époque, j'ai deux options à la maison. Mon père italien, c'est de l'opéra. D'accord. Donc, bon. Et ma mère, c'est Charles Aznavour. Donc voilà. Mon père écoute un petit peu aussi Véronique Sanson, Nicole Croisy, mais malgré tout, on est quand même très musique classique et chansons françaises. Et grandes chansons françaises.
française, oui, il y a Brassens et Brel aussi. Donc vraiment les pères fondateurs. Voilà. Et je n'ai que ça dans ma maison. Et puis mon oncle, André, Dédé, il avait 15 ans de moins que mon père. Il y a eu beaucoup d'écart entre eux. Donc forcément, quand mon père avait l'âge d'écouter une musique, entre guillemets, plus mature, Dédé arrivait avec ses disques de rock. Et comme on vivait tous ensemble, eh bien, mon oncle a commencé à acheter tous les vinyles à l'époque, de Pink Floyd, de Police, enfin, vraiment que des super groupes de l'époque, dans ces années-là, 70, 80. Oui. Et un jour, je crois qu'il met sur la platine un groupe que j'avais pas encore entendu qui s'appelait Queen. Et pour moi, Freddie Mercury reste un des rois des... Une chanson en particulier? Ouais. Play the Game? Ouais, Play the Game, parce qu'elle est moins connue. C'est vrai qu'on parle toujours de Mamma Mia, etc. De plein. Ils ont fait des choses merveilleuses, mais Play the Game, elle a vraiment un truc magique, cette chanson. Open up your eyes and let me step inside. Et les notes qu'il fait à ce moment-là, c'est incroyable. C'est magique. Et en plus, je suis d'accord. Play the game, everybody play the game of love. On fait tous le jeu. Par amour. Et c'est une chanson qu'il aurait écrite après une grande rupture sentimentale. Qu'est-ce qui vous fait écrire, vous, Hélène? C'est plutôt la joie ou plutôt les bleus à l'âme qui nourrissent l'encre de votre stylo? Alors, mes proches disent que je suis meilleure quand j'ai des bleus à l'âme. La légèreté m'inspire moins. C'est comme les accords mineurs, ça m'inspire plus que les accords majeurs. Mais en fait, j'ai pas besoin. Je suis pas une torturée, donc ni une masochiste, donc je vais pas aller chercher la souffrance pour pouvoir me dire tiens, il faut que je sois inspirée si je me faisais un peu de mal là. C'est pas mon truc. J'adore le bonheur, mais malheureusement, je vois beaucoup de gens en souffrance et ça me suffit parce que je suis très très empathique et que je suis une éponge et que forcément, quand je vois le gâchis de l'amour, parce que dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle I Love You, et le texte paraît très simple comme ça, parce que le refrain dit simplement où sont-ils nos I Love You, que j'ai eu le bonheur d'écouter aussi, qui fait partie des 4 chansons qu'on a pu entendre en attendant d'avoir le plaisir d'écouter l'album. C'est pas une petite chanson qui dit où sont-ils nos I Love You, c'est qu'est-ce qu'on en a fait de l'amour, quoi. L'amour qu'on idéalise, qu'on attend tous, qu'on espère tous au fond de soi, même les plus blasés. Je pense que même le plus sauvageon des sauvageons, quand il va rencontrer l'amour, il va être apprivoisé. Donc on peut le souhaiter en tout cas. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait de cet idéal, quoi? On n'ose même plus y croire. Des gens se rencontrent sur des applis, vont se voir pour un soir et le lendemain c'est fini. Et puis ils ont aucune satisfaction. Il y a un vide intérieur qui est immense. Et pourquoi on attend tout ça alors que c'est à nous de le créer, c'est à nous d'y croire, quoi. Donc qu'est-ce qu'on en a fait de l'amour? Je reviens à cette chanson donc écrite après une grande déception amoureuse, Play the Game. C'est la première fois, le groupe Queen s'était a priori interdit de mettre du synthétiseur. C'est la première fois qu'ils ont mis du synthétiseur dans un peu électro pour des rockers. Voilà. Et vous dites de cette chanson qu'elle vous a ouvert et vous dites de cette chanson qu'elle vous a... Je vais y arriver, 3-4. Et vous dites, Hélène, de cette chanson qu'elle vous a ouvert de nouveaux horizons. Oui. Parce que justement, à l'époque, on avait l'option soit entre la grande chanson française, soit entre le jazz, évidemment, des grandes influences. Mais il y avait le rock qui pointait le bout de son nez. Et quel rock? Parce que quand tu regardes les groupes qui étaient là à cette époque-là, même Eagles et tout ça, mais il n'y avait jamais eu de groupe de rock qui, entre guillemets, arrivait avec des synthés d'un coup et un précurseur C'était révolutionnaire. Ouais, quel précurseur d'un métissage électro, quoi, presque. Tu vois, c'était ça, c'était la fusion électro avec le rock pur. Mais, parce que vous avez, à un moment de votre carrière, pris un virage un tout petit peu plus rock. On vous l'a fait payer, ça. On a l'impression qu'en France, on est quand même dans le pays du fromage, où on aime bien mettre des étiquettes sur les boîtes de fromage. Vous en avez souffert, ça ça va, parce que je suis un fromage très coulant, moi. Très, très comestible. Non, mais en fait, évidemment que ça a surpris quand je suis avec Méfie-toi de moi et cet album qui était Quand l'éternité. Mais pour mes vrais fans, c'est l'album culte de ma carrière pour l'instant. Mais je crois que l'album culte sera Karma. Parce que on a aussi une vraie prise de risque musicale. Il y a un univers parfois électro, il y a parfois un univers très cinématographique. Oui. Et il y a même des morceaux qui ont une totale liberté, c'est-à-dire qui se permettent de dépasser les 5 minutes non diffusables en radio, qui ont déjà des cadres très très précis. Oui, on est extrêmement formaté. Oui, exactement, le formatage. Mais moi, je dirais le fromatage maintenant. Hélène, vous avez le sentiment aujourd'hui que le public
vous connaît et vous reconnaît vraiment pour qui vous êtes? Oui, je crois. Ouais, je crois. J'ai cette positivité de le penser. Je crois qu'ils ont compris qui je suis, que je suis pas parfaite, que ça m'arrive de faire ou de dire des conneries comme tout le monde. Mais je crois qu'ils ont compris que je cherchais à bien faire, même si je cherche à m'améliorer, quoi qu'il en soit. Je vous propose qu'on écoute cette chanson qui est votre choix dans les chansons de ma vie. Play the Game, Queen. Queen, Freddie Mercury, cette voix inoubliable. Le choix, ça, mais je pense que vous allez la reprendre aussi, celle-là. Ah bah ouais, tiens. Finalement, allez. C'est donc le choix. Je ne m'en lasse pas, tu te rends compte, je sais pas de quelle année elle est la chanson. 1980. Bah je ne m'en lasse pas, c'est-à-dire que ça fait, 40 ans? Non, 41 ans, 1980. Ben voilà, 1980. Je ne m'en lasse pas. Voilà, je pourrais l'écouter, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Hélène, qu'est-ce que ça vous inspire, cette vie, ce destin de Freddie Mercury, se sachant malade et chantant jusqu'au bout, ça force l'admiration, quoi, cette vie qui appartenait littéralement aux autres et qu'il a continué à essayer, à donner satisfaction à son public, même jusqu'à son dernier souffle. Ouais, c'est magnifique parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu juger sa vie, ses choix sexuels, etc. C'était un peu facile. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui s'assumaient à l'époque au niveau homosexualité. Donc, mais la notoriété lui a vraiment pesé à lui, parce qu'il n'a pas pu... Mais je trouve que il a une dignité quand même à la fin qui force l'admiration. Voilà, je veux dire, il a chanté jusqu'au bout, il a pas crié partout qu'il était malade. Moi, j'en vois des gens sur les réseaux sociaux, dès qu'ils ont une piqûre dans le bras, ils vont le dire partout. Enfin, tu vois, c'est dramatique. Ils se répandent. Bon, aujourd'hui, j'ai été chez le médecin, j'ai 38,5. Non, mais j'ai l'impression qu'il est plus difficile d'être malade quand on est connu que quand on ne l'est pas. Bon, ça dépend pour qui. On est obligé quand même de... Je pense que c'est plus difficile pour les gens qui se sentent seuls. Je pense que pour poster là-dessus... c'est qu'on a un moment de solitude. Moi, je l'ai rarement fait. Je crois pas l'avoir fait d'ailleurs. C'est pas mon style. Et d'ailleurs, j'ai écrit une chanson à cause de ça dans l'album, figure-toi, parce que un jour, je suis beaucoup sur Instagram. Oui. Et j'avais une grosse opération des yeux et ça faisait quelques jours que je pouvais plus rien poster et j'étais pas du tout regardable après l'opération. J'étais un capitaine albator, tu vois. D'accord. Et puis l'image est bien trouvée, on imagine. Et puis j'étais à l'hôpital, etc., dans un état quand même pas très brillant. Et puis tout le monde commençait à jaser et à parler sur le fait que je postais plus rien. Et je me suis dit, bon, ils ont raison, faut que je poste quelque chose parce que là, ça commence à parler pour rien. Donc, et j'ai cherché dans mes photos et j'avais une photo où j'avais un grand sourire, mais qui datait de plusieurs jours. Tu vois, j'avais dû la prendre peut-être 2 semaines avant. Et vous l'avez postée. Et j'ai posté ma grande photo avec un petit message très positif. Et là, tout le monde me répond à ce moment-là sur mes réseaux, ah, formidable, quel sourire, tu es très souriante aujourd'hui. Et moi, j'étais comme ça, tu vois, comme un rat mort. Et donc là, je me suis dit, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Illusion dans le système. Parce que je me suis rendu compte, moi, je l'ai fait pour faire sourire les gens, mais je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens montrent le fantasme de leur vie, montrent quelque chose de fabuleusement chouette, beau, parce que bon, après ça permet aussi de se rendre compte parfois de la chance qu'on a de le vivre, quand on vit des choses, un bon dîner dans un restaurant, t'as plein de gens maintenant qui avant même de goûter leur plat prennent leur assiette. Je crois que ça m'est arrivé de le faire pour faire baver 2-3 amis, mais vous avez vu le film Selfie Non, je l'ai pas vu. C'est exactement ça. C'est ça. Mais tout le monde fait ça, mais en même temps, bon, c'est bien d'apprécier le moment qu'on a, mais en même temps, apprécions les gens qui sont autour, quoi. Et finalement, j'ai écrit cette chanson Illusion dans le système, c'est-à-dire que on est tous là connectés à nos appareils, on est complètement branchés comme sous perfusion, mais en fait, on est seul à crever par moment, quoi. Bien sûr. Donc, j'ai la sensation que tous ces réseaux sociaux, tous ces partages, tous ces amis virtuels ne font finalement que nous confronter à une solitude de plus en plus abyssale. Oui. Puis et puis il y a un deuxième effet qui se coule, comme on dit, c'est que en plus ça crée de la frustration et de l'envie chez certaines personnes, et ça c'est pas bon non plus, quoi. Mais on se demande même si certains ne postent pas des choses juste pour faire envie, juste pour générer de la jalousie. Bon, après, être envieux, c'est pas un joli sentiment. Non, mais j'avoue que c'est pas, j'ai des défauts, mais j'ai pas celui-là. C'est-à-dire, j'ai jamais bavé sur la robe d'une copine ou sur la voiture d'un pote. M'en fous complètement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet effet-là qui est un peu pervers. Bien sûr. Donc, tu écouteras Illusion dans le système.
t'aime, j'espère qu'elle te plaira et tu penseras comment je l'ai écrit à cette chanson, comment j'ai écrit cette chanson. Je l'écouterai avec beaucoup de plaisir. Hélène, toujours en parcourant les chansons de votre vie, il y a quelqu'un qui nous manque terriblement, dont vous dites qu'il vous transporte dans un monde mélancolique et mystique. C'est Christophe, et la chanson que vous avez choisie de Christophe, c'est La Dolce Vita, superbe texte de Jean-Michel Jarre, sur une sublime musique. Il faut dire que leur collaboration a fait quelques perles. Il n'y a rien acheté. Tout le monde va parler des mots bleus, évidemment, mais il n'y avait pas que ça. Il y a Daisy, il y a La Dolce Vita, il y a Les Paradis Perdus. Paradis Perdus aussi, d'amour de soie rose. C'est tellement beau. Mais j'ai choisi La Dolce Vita parce que je la trouve particulièrement mélancolique et peut-être moins connue. Et lui, je l'ai connu bien. Oui. C'était un personnage, il m'appelait Magitane. Et peut-être pour ça que je suis sans filtre. Et vous dites que cette chanson a le pouvoir de vous plonger dans un monde mystique. Ouais. C'est quoi le monde mystique d'Hélène Ségara ? Il est peuplé par qui ? Par plein d'anges. Plein de beaux anges et plein d'amour, plein de bienveillance, plein de douceur, plein de tendresse. Moi, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, et beaucoup d'amis, et beaucoup de familles, mais je les sens pas si loin finalement. On y va dans votre monde mystique ? On est parti ? La Dolce Vita, Christophe, le choix d'Hélène Ségara dans les chansons de ma vie sur Radio J. Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Ça, pour moi, c'est magique. Je me prenais pour bénir. Quelle mélancolie dans sa voix. Il y a tous les bleus à l'âme. Oui. Il y a tellement de nuits blanches dans cette voix-là. C'est lui, c'est lui. Il était comme ça. Il était perché, hein. Il était dans sa place, C'était dans sa un bulle personnage. aussi, hein. Il était dans sa bulle, mais tous les gens qui l'ont connu l'ont aimé. Tellement sensible, tellement écorché. Et tellement drôle. Oui, et tellement drôle. Tellement fou, quoi. Mais c'est ça qui était génial. Et Hélène, vous nous parliez des découvertes que vous aviez faites en écoutant, entre autres, des disques chez votre oncle. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites écouter à vos enfants ? Tout. Ils écoutent tout. Alors eux, ils sont de leur génération, c'est-à-dire du rap, plutôt du rap américain d'ailleurs. Mais ils aiment beaucoup un bon vieux morceau de rock. Ils aiment beaucoup un bon Beatles. Et mon fils, Mathéo, aime bien certaines de mes chansons sur cet album. Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Il voit comment la... Je dis Alléluia, j'aurais pu me dire Mazel Tov. On peut dire les deux. Et Alléluia, on va y venir juste après. Vous avez le sens de la transition. Mais ils vivent comment la notoriété de leur maman ? Je les coupe complètement de ça. Je pense que ça a été pour Raphaël un peu plus dur parce que Raphaël, c'était C'est votre fils aîné. Oui, c'était au moment où trop de gens qui t'aiment, elle tu l'aimes, vive au perley. Je dirais à l'école, Raphaël, il était petit, on lui dit, et ta maman, elle fait quoi dans la vie ? Elle chante avec Conte Papillo. Conte Papillo ? Gros tube. Dire Andrea Bocelli, elle chante Conte Papillo. Et donc les gens ont demandé ce que c'était. Et c'était très drôle parce qu'à l'époque, j'allais le chercher et puis la notoriété est arrivée du jour au lendemain. Il y avait plein de mois où j'ai pu aller le chercher tranquille. Et puis du moment où ça a éclaté pour moi, j'ai pas pu mettre un pied dans l'école. Donc il m'a demandé de plus venir le récupérer. Et à l'époque là, j'ai essayé de passer mon permis. C'est très très drôle, je te dis ça parce que j'ai essayé plusieurs fois et j'ai jamais été au bout. J'ai jamais le temps. Et en fait, je m'inscris au code, je commence à aller au code, je commence à prendre 2-3 cours de conduite, je sympathise avec mon moniteur, super sympa. Je lui avais jamais dit que j'étais connue. Et entre-temps, je fais Vive au Perley, donc j'ai plus le temps d'y aller. Et puis je fais derrière Notre-Dame de Paris. Et puis je l'avais croisé une première fois, il regardait pas trop la télé, et puis il m'avait dit mais qu'est-ce que tu fous ? Mais pourquoi tu viens plus ? Mais on t'attend, mais qu'est-ce que J'ai un peu de boulot en ce moment. T'as disparu. J'ai dit écoute, je bosse. Il me dit viens au cours de 20h. Je dis parfois je bosse plus tard. Ah bon ? Parfois sur scène. J'ai dit parfois machin et tout, il comprenait pas. Et puis je le recroise une deuxième fois, genre 6 mois plus tard, et il me fait oui bon je sais maintenant, j'ai vu. Et je crois que Raphaël, dont vous nous parliez, votre fils aîné, il fait de la musique aussi. Oui, bien sûr, en dilettante, mais il en fait, ouais. J'aime beaucoup sa voix. Et quel type de maman vous êtes avec vos très, enfants ? très italienne.
C'est-à-dire très possessif. Ah non, pas du tout possessif. Non, par contre, leur vie leur appartient, mais je suis toujours inquiète pour eux, mais je suis très mère juive aussi. C'est ça, une mère italienne, c'est quoi? C'est une mère juive au carré, c'est ça? En fait, c'est ça. Non, en fait, voilà. Pourquoi j'ai dit italienne? Je crois que moi, mon idée des mères juives, c'est la maman qui s'inquiète, la maman qui le couvre, mais pas la maman autoritaire. Non, c'est vrai. Alors que la mère italienne, je t'explique si tu rentres trop tard comment ça se passe. D'accord. Là, c'est la double peine, donc. Voilà. Donc en fait, non, je suis une maman. Non, je leur laisse. Leur vie leur appartient. En tout cas pour mon fils qui est majeur, il fait ses choix, même si je les approuve pas. Bon, je lui dis, mais je lui impose pas ma vision des choses. Par contre, je suis sévère avec mes enfants quand ils sont en âge d'être entre guillemets cadrés. Oui, parce que je trouve qu'il y a trop d'enfants mal élevés. Vous ne plaisantez pas avec les bases de l'éducation? Non, je trouve qu'il y a trop d'enfants mal polis. Et les résultats scolaires, vous les suivez de près ou vous les laissez vivre? Non, je les suis de près, mais je vais dire que mon mari le fait encore plus. C'est un truc qui lui tient à cœur. Moi, j'essaie de pas mettre trop de pression, mais ils s'en mettent tout seuls, en fait. C'est que vous devez leur en mettre un petit peu quand même, s'ils s'en mettent tout seuls. Moi, j'essaie vraiment pas, mais j'ai un fils qui est en avance et qui se met une grosse pression tout seul, comme un grand. Il va pas aller se coucher tant que ce sera pas parfait. Et c'est formidable, ça, pour des parents. Oui et non, parce que j'aimerais bien qu'il se repose et qu'il coupe un peu la machine par moment. Moi, j'oublie pas qu'on est que des humains, on n'est pas des robots. Hein. Hélène, toujours dans ce voyage au pays des chansons qui ont marqué votre vie, une chanson dont vous dites qu'elle a marqué votre cœur à jamais. C'est Alléluia de Jeff Buckley. Oui, mais qui a été faite par Leonard Cohen. Bien sûr, justement. Alors pourquoi spécifiquement cette version qui n'est pas l'original de Leonard Cohen? Il faut écouter les deux versions. Moi, j'aime beaucoup Leonard Cohen, évidemment, c'est un mythe. Mais justement, elle a permis à une nouvelle génération de la redécouvrir. Et je dois dire que Jeff Buckley, qui s'est éteint très jeune... Hein, oui. Et il s'est éteint dans la trentaine. Oui, il s'est noyé. En 1997. Et qui était vraiment... Dans un affluent du Mississippi. Ouais, sur un bateau. Pour moi, il était destiné à une immense carrière. C'était un immense artiste. Il avait un côté angélique, un côté à la fois sauvage, pur, rebelle. Et je pense que c'est ce qui l'a tué. C'est-à-dire que, tu sais, tous ces garçons-là, Jim Morrison, Jeff Buckley, tous ces gens qui sont morts au même âge, d'ailleurs, si tu regardes. Qui ont brûlé leur vie. Ils ont brûlé leur vie parce que ils étaient trop intelligents et trop purs pour être adaptés à ce qu'on a fait de notre société, tout simplement, je crois. Et j'ai appris quelque chose grâce à vous, Hélène, en préparant cette émission, c'est que finalement, la version de Jeff Buckley, c'est celle de John Cale, qui n'est pas exactement dans les vers, exactement celle qu'avait écrite Leonard Cohen à l'origine. John Cale avait demandé à Leonard Cohen de changer une strophe dans la chanson, et Buckley s'est plus reconnu dans cette strophe-là. Le texte est complètement onirique. Enfin, oui, bien sûr. C'est du Leonard Cohen dans le texte, c'est magnifique et poétique. Et il y avait certains vers qui ne collaient pas, et donc John Cale lui avait demandé de changer ça. Je ne le savais pas, mais j'aime beaucoup cette version. J'adore Jeff Buckley, c'est un grand artiste. Il était bon dans ses reprises, que ce soit la Like Wine, que ce soit Alléluia, mais il était aussi bon dans ses compositions. Donc il faut redécouvrir cet artiste qui a fait très peu d'albums, donc, et dont un des rares trésors qu'on a est du live. Donc c'est là qu'on s'aperçoit quand même du grand chanteur qu'il était. Surtout sur cette chanson-là, il y a un live qui est absolument et qui met le frisson. On entend son souffle, puisqu'il était sur scène, on entend au début. C'est incroyable, ce souffle. Et puis surtout, ce qui est très étonnant, c'est le paradoxe de cette chanson, Alléluia, qui veut dire littéralement en hébreu, loué soit le Seigneur, une adresse à Dieu de quelqu'un qui est mort prématurément à même pas 30 ans en se noyant dans un accident stupide, comme tous les accidents, ça a quelque chose... Je me suis toujours consolée quand les gens partaient trop jeunes. J'étais très 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 proche de Grégory Le Marchal. Oui. Et je me suis toujours consolée en disant que les anges souffrent dans notre monde plus que dans le paradis. C'est une jolie formule. Hélène, on écoute un ange, Jeff Buckley, Alléluia. Il avait tellement de souffle dans sa voix. C'est magique. Hélène, vous écrivez vos chansons aujourd'hui. Vous avez aussi donné souvent vie aux mots des autres. C'est quoi pour vous la définition d'une bonne interprète ? Mais c'est quelqu'un qui ressent. C'est quelqu'un qui ressent le texte qu'on lui a proposé, tout simplement. Moi, je vis mes chansons. C'est pour ça que je ne me suis pas lassée de « Elle, tu l'aimes ». C'est pour ça que je ne me suis pas lassée d'il y a trop de gens qui t'aiment.
On a tous été dans l'ombre de quelqu'un ou fait de l'ombre à quelqu'un. Et c'est une situation qui se chante parce qu'on doit à un moment donné le comprendre et comprendre l'autre qui vit la situation opposée. Mais je crois vraiment qu'un bon auteur, il ne sort pas une chanson d'un tiroir. Je crois qu'il s'adapte à la personne qu'il a en face de lui. Il l'observe, il va chercher. Parfois, on m'envoyait des chansons où je me suis demandé si les gens se moquaient de moi ou si ils avaient compris un minimum qui j'étais, quoi. Enfin, tu vois. Et je me souviens d'ailleurs un jour d'être tombée sur un auteur intelligent qui m'avait écrit une chanson qui s'appelait « Je mens ». Et donc, la chanson disait « Je mens, je mens, je mens ». Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Et finalement, bon, même si ça m'arrive de mentir par politesse ou pour pas blesser les gens, hein, bien sûr, mais... Oui, il y a des pieux mensonges. Oui, mais vraiment, je pouvais pas chanter ça. Et il m'a laissé la corriger. Lorsque vous reprenez une chanson qui a déjà été chantée par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous essayez d'y mettre de vous? C'est quoi le petit supplément d'âme? J'essaie de me la réapproprier totalement. Oui. Même quand j'ai fait l'album italien ou l'album de Joe Dassin. Oui, je pensais justement à cet album-là. Joe Dassin, c'était compliqué parce que il y avait sa voix dans la tonalité originale, donc je devais déjà m'adapter à sa tonalité, même si parfois c'était trop haut ou trop bas, et je devais aussi respecter l'âme du morceau et de ce qu'il avait fait, parce que, étant donné que je m'attaquais à quelqu'un qui n'était plus là, même si c'était le désir de son fils, hein, mais mine de rien, je devais pas déshonorer sa mémoire, entre guillemets, ou l'âme qu'il avait mis dans ses chansons. Et pourtant, je voulais les réactualiser. Et je me souviens avec Mathieu qui a fait l'album, on a refait certaines chansons 3, 4, 5 fois, on devenait fou. Parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait à la fois son âme et un peu de mon âme. C'est très difficile de faire une vraie belle reprise, mais je dois dire qu'il n'y a aucune de mes reprises qui me fera rougir aujourd'hui, ni sur l'album Amaretti, ni sur l'album de Dassin, ni sur l'album Autour de la Terre. J'ai toujours mis tout mon amour dedans. Toute votre âme. Et oui, quand j'avais fait un tour de la Terre, je me souviens, je voulais reprendre des chansons de chaque pays et j'avais voulu reprendre Assim Bonanga de Johnny Clegg et je l'avais contacté et je lui avais dit je souhaiterais reprendre votre chanson, etc. Il avait dit il n'y a pas de problème, je serais très fière, mais je tiens vraiment à ce que dans le pont vous citiez le nom de certaines personnes qui ont été victimes de tout ça. Donc je l'ai fait à sa demande. Césaria Évora, quand j'avais repris Saudade, elle avait dit que sa petite fille ou sa fille m'adorait, elle était tellement contente, donc on devait la chanter ensemble et puis elle est tombée malade. Et à chaque fois que j'ai contacté les gens, parce que je réadaptais les textes, une partie des textes en français et tout, ça a été super histoires pour moi. Vraiment de revisiter à nouveau et puis de faire revivre le morceau et puis mine de rien, par exemple je me rappelle j'avais repris le concerto d'Aranjuez et ce morceau il est tombé dans le domaine public parce que tu sais au bout de 80 ans quand un morceau n'est pas réenregistré les droits tombent dans le domaine public donc les héritiers ne touchent plus rien. 70 ans plus les années de guerre. Voilà et donc là en reprenant cette chanson j'ai de redonner un peu d'héritage à cette famille, aux enfants de cet homme. Et Hélène, on vous a vu ces dernières années jurée bienveillante dans un télé-crochet sur une chaîne sur M6 pour ne pas la citer. Qu'est-ce que ce rôle, c'est un rôle nouveau pour vous, qu'est-ce qu'il vous a appris de vous-même ? C'est très ludique en fait, ça me permet de montrer d'autres facettes de moi-même. Mais je te remercie pour le mot bienveillant, parce que oui, bienveillance ne veut pas dire elle est gentille. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que je suis trop gentille. Je le sais, je l'entends. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Non, je sais, mais ils peuvent continuer à le dire. Ça ne me gêne pas. Je préfère être trop gentille que trop méchante. Et on a des candidats qui arrivent, qui sont hyper stressés. Je suis trop traqueuse moi pour leur mettre vraiment. Parfois, ça m'est arrivé d'être dure parce qu'il y avait des candidats qui venaient uniquement pour se moquer de nous, mais ou qui étaient trop prétentieux. Oui. Mais quand des artistes, même des artistes qui peuvent prêter à rire, ont travaillé, ont tremblé pour venir nous proposer quelque chose, j'ai pas envie de les fracasser, quoi, c'est tout. Et c'est juste un peu d'humanité, et ça, je pense qu'on en est tous capables si on y réfléchit au fond de nous. Mais ça vous a appris quoi sur vous-même ? Parce que on est souvent face à un public, là vous êtes retrouvé face à des gens qui voulaient aller à la rencontre du public. Parfois on se sent utile, je sais pas, peut-être que j'ai été utile à 2-3, de toute façon il y a qu'à voir, dans le clip de Plus Jamais j'ai repris Dakota et Nadia parce que ça a été un vrai coup de cœur, il y a d'autres artistes que j'ai rencontrés dans l'émission avec qui je suis restée en contact, avec qui j'ai des projets, donc parfois ça moi ça m'a aussi permis d'être émerveillée par moments, j'ai été émerveillée, quoi, je le dis, j'ai été émue, j'ai été morte de rire aussi parce qu'on a eu des trucs, mais vraiment on dans a notre vu monde.
mais c'est génial qu'il y ait des gens qui osent faire des propositions complètement folles. Quand on a un type comme Louis de Belleville, et je le dis, Louis de Belleville, dans la vie, c'est un homme superbement cultivé, intelligent, qui est prof de yoga, donc c'est pas du tout un taré, quoi. Il était venu pour rire, lui. Oui, il était venu pour rire, mais aussi pour exprimer toute cette folie qu'on peut renfermer en soi. Il a tout compris, ce type. Mais il y a des gens qui l'ont pris au premier degré, mais c'est le problème de notre vie, c'est le problème de notre humanité, c'est Bien le sûr. premier degré, évidemment. Pour tout, hein, même pour la politique. On le voit quotidiennement. C'est un métier, en plus, où il n'y a pas proprement parler d'école, il n'y a pas de diplôme. On apprend sur le tas. C'est important pour vous de transmettre aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas si je transmets beaucoup, mais oui, si je peux le faire, je serais contente de le faire. Oui, parfois j'entends qu'il suffit d'une petite étincelle ou d'un petit conseil pour même à l'époque où j'avais fait du co-coaching avec Florent Pagny sur The Voice, oui. Il y avait des chanteurs qui arrivaient, par exemple, qui avaient une voix trop nasale, et je leur disais, il faut que la voix, elle sait bien qu'elle soit dans le masque, c'est hyper important, mais il faut pas que ça passe que par le nez, sinon il n'y a pas cette clarté, etc. Mais je trouvais ça important de leur dire, même si c'est pas facile à dire, même si c'est pas facile à entendre, mais j'avais dit que je ne ferais d'émissions comme ça, comme le co-coaching sur The Voice, ou comme Incroyable Talent, uniquement à la condition que je puisse être moi-même et être honnête avec les gens. Donc voilà. Et quand je buzz, par exemple, quelqu'un comme Théo Lavabo, qui est venu chez nous, je le buzz à chaque fois. Et pourtant, on s'adore. Parce que dans la vie, j'ai découvert un garçon qui a des talents de photographe, qui est un démerdard, qui est intelligent et qui est d'une gentillesse absolue. Donc moi, c'est sûr que quand il se met une combinaison moulante en sky, où on voit tout le matos, et puis qui vient chanter ses conneries, c'est sûr que je le prends au Xème degré pour me marrer, mais il le sait. Il le fait aussi au 25e Bien sûr, degré. Mais évidemment, mais il le fait aussi pour montrer qu'il est libre. Qu'il est libre de faire ses choix et d'être qui il veut être. Et ça, c'est bien. Hélène, dans vos choix, on arrive à la fin de cette émission. Votre cinquième chanson, des chansons de votre vie, c'est Radiohead, Creep. Ouais, là c'est une autre époque de ma vie, ouais. Et vous dites de cette chanson qu'elle exprime tellement bien le manque de confiance que l'on peut ressentir dans la vie. Qui ne l'a pas connu, ce manque de confiance? Je crois que ça n'existe pas, même ceux qui paraissent très sûrs d'eux. Souvent, c'est l'inverse. Encore aujourd'hui, Hélène? Oh non, ça va, je me fais confiance pour certaines choses. Quand même, je pense que non, ça va, je me fais confiance, mais je sais que je suis pas la plus jolie fille du monde. Par exemple, c'est vrai que je vais aller sur mes réseaux sociaux, je vais pas poster une photo où j'ai dormi 3 heures, où j'ai des cernes jusqu'au truc, et je préfère retoucher ma petite photo, même si je m'en fous, c'est critiqué, mais j'ai pas envie de me montrer moche avec une tête pourrie, quoi. Non, mais ça c'est pas un manque de confiance, c'est juste. Oui, mais je suis pas très sûre de moi non plus. Voilà, on est dans un métier d'image, et je suis une chanteuse de ma génération aujourd'hui. Il y en a pas beaucoup. Je fais attention à moi, j'ai jamais fumé, jamais bu, toujours fait très attention à ma peau, etc. Mais c'est vrai que je me dis que dans un métier et dans une société où on a de plus en plus le jeunisme, c'est pas facile de s'approcher des 50 balais, quoi. Dans la chanson de Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, Creep, qui veut dire d'ailleurs ramper, lui est très très impressionné par une fille qu'il juge qu'il voit comme une déesse, ouais. Parmi toutes les rencontres que vous avez faites tout au long de votre carrière, quelles sont les personnalités face auxquelles vous vous êtes senti le plus impressionné? J'en ai fait une, c'était Sœur Emmanuelle. Moi, je pense qu'il y a des héros au quotidien qui sont pas forcément sous les projecteurs. Moi, j'avais un tonton qui était pompier, donc j'ai un amour fou pour les pompiers. J'aime les gens courageux, j'aime les gens dévoués, j'aime le personnel médical, d'ailleurs. Pardon. J'aime le personnel médical. D'ailleurs, cette année, j'ai quand même réussi à lever des fonds et j'ai financé une salle de repos à l'hôpital Robert Debré. Oui. Et en fait, voilà, c'est eux qui m'impressionnent parce qu'ils ont une dévotion. Écoute, moi, j'ai 2 cousines infirmières, je peux te dire, et j'en vois beaucoup des infirmières avec mes yeux et tout. C'est quand même une vocation que de choisir cette voie-là. Et aujourd'hui, plus que jamais avec ce virus. Donc, il faut beaucoup d'amour pour les autres. Il faut beaucoup d'envie d'aider, quoi. Et ça, c'est ça qui m'impressionne. Et ça, et l'humilité des gens. Les gens prétentieux dans des Rolls avec des trucs dorés. C'est pas votre truc. Oh, c'est amusant, c'était tant mieux. Moi, une fois, je me rappelle, je faisais un concert quelque part. On est venu me chercher avec une Rolls immense à l'aéroport. Ça m'était jamais arrivé. Mais je me suis marrée comme si j'avais 4 ans. C'était super chouette. Mais c'est un beau moment, et c'est pareil, ma grand-mère, quand elle a eu 83 ans, c'était une femme qui vivait à la campagne, on était très pauvres chez nous, donc je le dis,
Et pour ses 83 ans, je lui ai loué la suite présidentielle d'un grand hôtel où ma grand-mère, elle savait plus où elle habitait. Mais je suis tellement heureuse d'avoir fait ça pour elle, quoi. D'avoir pu lui offrir ça. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait aujourd'hui? La fidélité des gens. Je vais fêter 25 ans de carrière sur scène bientôt et c'est toujours les mêmes que je vois. Et même j'en vois des nouveaux, mais qui reviennent et qui reviennent. L'amour inconditionnel et la tendresse, parce que moi c'est pas dans la séduction la relation que j'ai avec mon public, c'est une vraie tendresse. Je prends beaucoup de temps pour eux parce qu'ils sont tellement mignons, quoi. Je veux dire, je me sens très gâtée pour ça et je me sens très gâtée par la vie. Donc vous sentez une responsabilité? Oui, oui, moi j'ai les mômes qui m'attendent dehors. Je me rappelle qu'il y a eu une personne qui m'a attendu très longtemps. Il était tout petit, c'était un petit garçon angélique et puis aujourd'hui, il est avec moi, il m'accompagne partout. D'accord. C'est le charmant manager que l'on voit. Exactement. On va lui dédier cette chanson. Ah oui. Creep, Radiohead, on l'écoute. On n'a pas vu passer le temps. Vous vous rendez compte que ça fait 1 heure qu'on est déjà ensemble? Ouais, mais il faudrait faire 3-4 heures dans ces cas-là, moi je dis. On prend rendez-vous avec une pause déj, avec des boulettes. Chiche. Avec des boulettes. Avec des boulettes. Non, je suis au régime, madame. Mais les boulettes, moi j'en fais qui font pas grossir, j'en fais des WW, monsieur. Alors on fait ça. Et vous revenez avec les boulettes. Chiche. Je reviens avec les boulettes W, moi. Impeccable. Entre-temps, on aura eu le temps d'écouter votre album Karma qui sort le 26 février. J'espère. Je le dis, je le répète. Je crois, hein. Mars ou février? Mars. Je reprends. Juste après mon anniversaire. Entre-temps, Hélène, ça vous laisse le temps de préparer les boulettes. Vous fêtez votre anniversaire. Et puis au mois de mars, on pourra écouter votre album Karma, dont j'ai eu le bonheur d'écouter déjà 4 chansons. Oui, t'es un privilégié, il n'y en a pas beaucoup. Mais je mesure ma chance. J'ai confiance en toi, comme tu écris et tout aussi, c'était important. Et puis la tournée, le Karma Tour. Beaucoup de dates, oui. Il y en a déjà 30 d'annoncés, mais il y en a plein qui arrivent. 27 et 28 mai, évidemment. À Paris. À Paris, oui. Mais redis-moi. Au Trianon. Ouais, j'ai un trou de mémoire. 27 et 28 mai au Trianon. Et puis, il y aura une petite date avant, je crois. Et puis après, on fait une petite pause l'été pour les festivals avec tout ce qui s'est passé. Mais on revient à l'automne. On a 30 concerts annoncés. Et on va en annoncer d'autres. Donc, suivez-moi sur mon Instagram. Et vous me promettez qu'entre 2 dates, les boulettes et on se revoit. Les boulettes? Mais toi, qu'est-ce que tu portes si je porte les boulettes? Allez, moi, j'amène le bouillon. Ouais, non, j'amène le couscous si vous amenez les boulettes. C'est mon plat préféré. C'est un menu Allez, chiche. Hélène, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.